Donc, j'ai terminé avec le chapitre 6 de la planification. Donc, on a vu ensemble la planification et l'analyse des aspects et des impacts, comment on doit déployer les actions pour répondre aux risques et aux opportunités et aux aspects significatifs, bien sûr. Et on a vu ensemble la réglementation et la veille réglementaire et son importance, et bien sûr l'importance de la détermination des objectifs environnementaux. Donc, le reste des chapitres sont des chapitres communs avec les autres normes. Donc, chapitre des ressources et de l'évaluation de l'amélioration. Donc, Mohamed Ali, je ne sais pas, est-ce on aura du temps ou bien si les Bah, participants sont prêts à terminer parce que ça, c'est un chapitre un petit peu commun. Donc, il y a pas vraiment de nouveauté par rapport aux autres normes. Les moi, je sœurs, propose de continuer, de faire le pas sur le chapitre 7, 8, 9, d'accord. avant de conclure avec Monsieur Mohamed Bouazaoui. D'accord, donc je vais être assez rapide dans ce chapitre. Donc, ce chapitre 7, il résume le support, la partie ressources humaines, financières, technologiques nécessaires pour assurer les objectifs qu'on a cités ou bien qu'on a déterminés dans le chapitre 6. Donc, je passe directement à la partie compétences, donc le 7.2, où la norme, il exige à l'organisme d'assurer et développer les compétences nécessaires pour le système de management environnemental. Par quoi on assure ces compétences? C'est par l'expérience déjà acquise des collaborateurs qu'on a, par la formation initiale qu'on donne aux collaborateurs, donc durant la période d'essai ou la période d'intégration, et par la formation professionnelle, la formation sur les postes de travail. Par exemple, si on a quelqu'un qui travaille dans le département maintenance et qui gère les produits chimiques, il doit être formé minutieusement avec une formation professionnelle comment stocker, comment manipuler ces produits pour minimiser l'impact sur l'environnement. D'accord? Donc, les compétences sont nécessaires pour garantir l'application des procédures, parce qu'on a dit que notre système il est composé par des processus et les procédures qui décrivent ces processus. Et c'est important également pour assurer la capacité de réagir, parce qu'on a toujours le risque d'avoir des accidents et des incidents environnementaux. Donc, je pense que tout le monde, il a déjà entendu parler par les explosions, les feux, parce que les flammes et les explosions, par exemple, ils ont un impact environnemental très, très significatif. Si on parle, par exemple, des bateaux qui transportent du gasoil ou de pétrole, donc on a pas mal, chaque 2 ou 3 ans, on entend dans les médias qu'on a une fuite ou bien un problème avec un bateau qui transporte le gasoil. Donc, on a toute une nappe de gasoil qui cause assez de problèmes, assez d'impact négatif sur la vie aquatique et sur les océans. Et on aura besoin des mois et des mois de nettoyage pour pouvoir euh, revenir à la situation initiale de l'océan, par exemple. Donc, on a besoin des compétences pour participer à l'amélioration parce qu'un collaborateur qui n'a pas les compétences nécessaires ne pourra pas contribuer, ne pourra pas améliorer son système de management. D'accord? Donc, le chapitre 7.3, il parle de la sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation et c'est quoi la sensibilisation? Donc, on fait la sensibilisation de tout l'ensemble de personnes qui travaillent dans l'organisme ou sous son contrôle, c'est-à-dire les personnes qui travaillent comme sous-traitants ou comme intérimaires. On sensibilise par rapport à quoi? C'est par rapport au rôle de chacun dans l'efficacité de SME. On sensibilise par rapport aux aspects environnementaux significatifs, par rapport à l'implication dans la conformité aux exigences, c'est-à-dire on doit expliquer au personnel qu'on a des exigences normatives, des exigences légales qu'on doit respecter. On doit sensibiliser par rapport à la politique environnementale et bien sûr à la contribution de chacun dans l'efficacité. Parce qu'un système, c'est l'ensemble corrélé de toutes les entités dans l'entreprise et principalement le personnel. Donc, je passe directement au chapitre 7.4 qui traite la partie communication. Donc, la société elle doit déployer et mettre en œuvre un processus de communication
interne et externe, c'est-à-dire communiquer avec les employés, les parties intéressées, et communiquer à l'extérieur de la société, avec les organisations gouvernementales ou non gouvernementales, dans les médias, avec le gouvernement, l'État, etc. Donc, on doit, dans ce processus, définir quand on doit communiquer, à propos de quel sujet, avec qui et comment, à travers le biais de quoi. Actuellement, avec la technologie, on a tous les moyens possibles et impossibles. On a toujours la possibilité de diffuser même des documentaires sur télé pour parler de nos aspects et nos impacts. Ça, c'est possible. Donc, il faut planifier ce processus de communication en tenant compte, bien sûr, des obligations de conformité, bien sûr, en s'assurant que les informations environnementales qu'on va partager sont fiables, ils sont correctes, ils sont actualisées, mises à jour. D'accord? Donc, on doit également communiquer les changements qui pourront affecter notre système de management. Si jamais on reçoit une nouvelle activité, on doit mettre au courant nos employés, nos partenaires, notre zone franche, si jamais on est implémenté dans une zone franche, etc. On doit apporter également des réponses aux communications pertinentes sur notre système de management. C'est-à-dire si quelqu'un ou une partie intéressée a des questions ou des soupçons, on doit clarifier et communiquer littéralement par rapport à ça. D'accord? Donc, le chapitre 7, il termine par l'information documentée et maîtrisée. Donc, la communication et tout ce qu'on a vu avant, la partie communication et partie sensibilisation, partie compétence, c'est un processus documenté qui doit être maîtrisé. D'accord? Donc, on passe après le chapitre de support, on passe à la partie réalisation, aux maîtrises opérationnelles. Dans cette partie, on va voir qu'on doit mettre en pratique tout ce qu'on a planifié par rapport aux impacts, aux aspects, par rapport à l'activité, par rapport à tout. Donc, je ne vais pas tarder là-dessus parce que j'aime bien attaquer la partie nouvelle. Donc, parmi les nouveautés dans ce chapitre, c'est la partie de la gestion des évolutions et modifications. Donc, la maîtrise des modifications, elle est très importante. Et aussi la maîtrise des processus externalisés. Supposons qu'on a un ensemble des activités et la direction a décidé d'externaliser un processus, c'est-à-dire de mettre sous la responsabilité d'un autre sous-traitant une activité. Donc, cette activité, ce processus doit être bien maîtrisé ou influencé, c'est-à-dire on doit communiquer nos objectifs, nos indicateurs et notre politique, bien sûr, nos obligations de respect des engagements. Donc, c'est comme ça qu'on maîtrise un processus externalisé. Aussi, on doit maîtriser les activités de sous-traitants. Toutes les entreprises y font appel à un constructeur externe, par exemple, pour trouver de l'eau dans un puits. Si l'eau est très importante dans notre processus de fabrication, on fait appel à des sous-traitants pour les égouts, pour maîtriser les eaux usées. On fait appel aux sous-traitants pour des procédés bien spécifiques qui peuvent avoir des impacts. Donc, la norme, il exige à l'entreprise de maîtriser cette activité. C'est-à-dire, si un sous-traitant, un fournisseur, il va pratiquer des activités qui vont avoir un aspect ou un impact sur l'environnement, on doit le maîtriser. C'est-à-dire, on doit déployer les actions préventifs et correctifs au cas où on a un problème. D'accord? Donc, on doit étudier la nécessité de fournir les informations, c'est-à-dire la communication si nécessaire. Et on doit toujours prendre en considération le cycle de vie dans la maîtrise opérationnelle. On ne peut pas se séparer de cette notion de cycle de vie parce qu'en fin de compte, le produit ne reste pas chez nous. Le produit, il a un cycle de vie de, je sais pas, de dizaines d'années et finira après à être jeté dans la décharge publique et pourra avoir des émissions et des impacts néfastes sur la santé des habitants. D'accord? Donc, parmi les activités nécessaires qu'on déploie dans la maîtrise opérationnelle, c'est le tri des déchets. Donc, chaque entreprise qui fabrique des produits, elle a des déchets et elle est amenée à faire le tri sélectif de ces déchets. Malheureusement, au Maroc, chez nous, on ne fait pas le tri. Il y a peu de personnes qui font le tri, mais globalement, tout est
est mélangé dans les décharges publiques. Mais une entreprise industrielle n'a pas le droit de mélanger ses déchets. C'est-à-dire, on n'a pas de droit de faire parvenir les déchets des produits chimiques ou les déchets plastiques dans les décharges publiques. Donc, on doit trier et avoir un processus bien maîtrisé pour contrôler les déchets qu'on fait produire. D'accord? On doit également optimiser l'utilisation de l'eau et de l'énergie. Si jamais on a des machines qui consomment beaucoup, mais on pourra éteindre pendant la nuit ou pendant quelques heures, on pourra faire ça. On doit faire ça pour optimiser l'utilisation des ressources. Donc, on doit éliminer ou traiter les déchets dangereux, les déchets par exemple des produits chimiques qu'on utilise souvent dans le processus de fabrication. Donc, pour ces déchets dangereux, on a pas mal de textes de loi et de la réglementation qui gère ça. Donc, on a également ici au Maroc plusieurs fournisseurs qui s'occupent de traitement et d'élimination et qui donnent après les bordereaux d'élimination de ces déchets. Donc ça, c'est important. Et on est audité par l'État et audité par les auditeurs externes par rapport à la gestion des déchets dangereux. Ça, c'est une partie indispensable. Donc, on doit maîtriser les produits chimiques, leur manipulation, stockage, en respectant la matrice de compatibilité. Ça, c'est légal également. Donc, on ne peut pas stocker un produit inflammable avec d'autres produits inflammables. Donc, ça peut générer une explosion et après des impacts néfastes sur l'environnement. Donc, on pourra opter pour des bonnes habitudes comme des éco-gestes, l'éclairage, éteindre quand c'est possible. Donc, utiliser l'eau des sanitaires d'une manière raisonnable. On pourra maîtriser également les rejets liquides et atmosphériques par la surveillance. Par exemple, chaque année ou chaque 6 mois, dans mon entreprise, on fait l'analyse des rejets des eaux usées pour s'assurer du pourcentage des produits chimiques parce qu'on utilise des détergents. Donc, on fait également le test de la qualité de l'air à l'intérieur, à l'extérieur de l'usine pour s'assurer que les émissions CO2, ils respectent toujours la limite autorisée par la loi, etc. Donc, j'ai donné ici l'ensemble des activités pratiques avec lesquelles on réalise la maîtrise opérationnelle. D'accord? Donc, aussi, on doit planifier les situations d'urgence, c'est-à-dire comment on pourra éviter les accidents et les incidents environnementaux. Et si jamais ça arrive, comment on doit réagir? C'est-à-dire, on doit élaborer les plans d'urgence dans lesquels on pourra trouver tous les actions préventifs et correctifs en cas d'incident. Bien sûr, la norme, il exige aussi de tester l'efficacité de ces procédures. Par exemple, si on prend par exemple le feu, donc on pourra faire des tests périodiques pour nos employés, pour s'assurer est-ce qu'ils sont formés sur les extincteurs et les moyens de lutte contre l'incendie. Est-ce que l'incendie, si jamais on a un incendie, est-ce qu'on pourra le maîtriser avant d'avoir beaucoup de fumée et beaucoup d'impact sur l'environnement, etc. Donc, on a pas mal de méthodes pour tester l'efficacité de ces procédures. Ça, c'est une exigence. Donc, je passe rapidement au chapitre 9 parce qu'on a fait tout. Donc, on s'est situé dans le contexte de notre organisme. On a déterminé les rôles et les responsabilités. On a planifié toutes les activités. On a donné toutes les ressources nécessaires, financières, humaines pour la réalisation. Et on a réalisé et maîtrisé nos activités. Donc, pour pouvoir juger l'efficacité de notre système de management, on doit surveiller et mesurer. Donc, on mesure quoi? On mesure d'abord les opérations qui ont un impact environnemental significatif. On mesure et on surveille les obligations de conformité ou la veille réglementaire qu'on a vu et l'avancement des objectifs environnementaux. Si jamais on a un indicateur, on doit le surveiller pour juger est-ce que c'était efficace ou bien on doit revoir notre objectif ou les moyens de l'atteinte de ces objectifs. On doit déterminer également les méthodes de surveillance, les critères selon lesquels on va surveiller, c'est-à-dire les indicateurs de performance, quand la surveillance doit avoir lieu et quand les résultats doivent être analysés et évalués. Donc, en globalité, c'est ça les généralités de chapitre 9. Donc,
La partie surveillance est un processus documenté dans lequel on doit déployer des audits internes, c'est-à-dire préparer un programme d'audit et avoir des auditeurs compétents. Donc, la compétence est justifiée dans le chapitre 7 par rapport à leurs acquis, par rapport à la formation professionnelle, à l'expérience, l'expertise, etc. Donc, on doit réaliser des audits périodiques et on doit communiquer à la direction les résultats de ces audits. Donc, par rapport au pourcentage de conformité, par rapport au gap détecté, parce que c'est difficile d'avoir toujours un 100% de conformité. C'est pourquoi c'est important de déployer, de mettre en place des audits internes. Donc, avant d'avoir l'audit externe par une tierce partie. Donc, on termine ce chapitre par la revue de direction. Donc, périodiquement, la norme, il n'exige pas que ça soit sur 6 mois ou 1 an ou 3 ans. Il exige d'avoir une revue de direction à intervalles réguliers. C'est à la société de déterminer où on va ou quand on va avoir la revue de direction ou le management review. Donc, dans ce management review, on doit s'assurer que notre SME il est adapté, il est efficace. On doit évaluer les opportunités d'amélioration et bien sûr étudier si on a besoin d'apporter des changements à notre système. Ça, c'est très important parce qu'on vit dans un contexte qui varie du jour au lendemain. Donc, on a beaucoup d'obligations nouvelles, on a beaucoup de défis qu'on doit satisfaire. D'accord? Donc, les caractéristiques de la revue direction, il est mené au plus haut niveau, c'est-à-dire la direction et le top management doivent être présents. Ce n'est pas juste au responsable du système de management environnemental de mener cette réunion. Il doit être bien sûr planifié à intervalles réguliers. Donc, la documentation doit être ordre, c'est les données d'entrée, l'ordre du jour, et bien sûr le compte rendu qui va inclure les données de sortie de la revue de direction. Donc, les données de la revue de direction, ils sont bien explicites sur la norme parce qu'il y a vraiment beaucoup de données, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, figurez-vous que la norme, il existe. Donc, on ne peut pas la prendre par cœur. Donc, je ne la prends pas par cœur, y compris les auditeurs externes, ils ne la prennent pas par cœur parce que c'est un document qui est disponible et on pourra revenir à ce document, revenir aux exigences quand on pourra et quand on voudra. D'accord? Donc, chapitre 10, lorsqu'on a évalué, on a détecté des gaps ou on a détecté des besoins d'amélioration, donc on doit mettre en place et implémenter des actions pour la correction des non-conformités, pour évaluer l'efficacité, bien sûr, de ce qu'on a planifié et ici, si on a besoin de mener d'autres actions préventifs pour lutter, bien sûr, contre la pollution, c'est ça l'objectif ultime du système de management environnemental. Donc, le cas échéant, si c'est nécessaire, on doit modifier notre système s'il ne répond pas aux exigences ou s'il est jugé non efficace. Alors, pour toutes les parties qu'on a vues, il faut conserver les informations documentées sur les non-conformités et sur le traitement. Donc, la preuve de l'efficacité de ces actions est également une information qui doit être documentée et conservée. D'accord? Ça, c'est les exigences de la norme. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette présentation. Je vous remercie énormément pour votre attention. J'espère qu'on a pu parcourir ensemble l'ensemble des exigences principales de la norme et j'espère que l'échange était un petit peu fructueux.